Samedi 24 décembre 2022, veille de la fête de la Nativité. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le Monde en 7. On revient sur le condensé de quelques sujets de l'actualité. On refait le débat sur ces sujets. Et ce jour, on va parler du Mali avec la visite d'une délégation officielle ivoirienne à Bamako dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens. Nous serons également du côté de la République démocratique du Congo pour évoquer le conflit dans l'Est. Des experts de l'ONU pointent directement la responsabilité du Rwanda. Et puis, on parlera du Togo 2022, le terrorisme tenu en échec. On va essayer de refaire le bilan avec mes trois invités sur le plateau. Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World Info et joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Et joyeux Noël à vous également. Georges Hérault, il est homme politique du cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et aux deux co-débatteurs ici présents. Je vous salue aussi. Et joyeux Noël à vous. Bon, en fait, ça dépend de... Oui, bon, on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre, on sait que c'est une fête pour un peu enjoliver les chrétiens, mais on est dedans, donc on n'y peut rien. Et puis, Yao Eklonukono, il est le président du Don de la jeunesse patriotique. Bonsoir Yao Nukono, joyeux Noël. Bonsoir M. Samuel, bonsoir à tous mes copanélistes et à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde et à tous les staffs de New World TV dont je saisis cette opportunité pour féliciter pour le travail abattu durant cette compétition du foot mondial et féliciter New World et souhaiter par anticipation une bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci beaucoup. On prend donc la direction du Mali pour notre premier sujet. Une délégation ivoirienne a été accueillie à l'aéroport de Bamako par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, et son homologue des Affaires étrangères. C'était dans une bonne ambiance selon des témoins. Ensuite, des directions Koulouba, siège du palais présidentiel, mais sur la route, la délégation a bifurqué pour se rendre à la gendarmerie. C'est là, à Bamako, où sont détenus 46 militaires ivoiriens. La partie malienne a voulu faire un geste important en autorisant ses hôtes à rendre visite à leurs militaires détenus depuis 5 mois déjà. Et donc, on le comprend bien, les discussions ont tourné autour de la libération de ces militaires. Au finish, ce qu'on sait, c'est que les discussions se sont déroulées plutôt dans une ambiance bon enfant. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, y était également, le Togo qui fait office de médiateur dans cette affaire. Constant Lemou, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que cette visite de la délégation ivoirienne est une grande avancée sur le chemin de la libération des 46 militaires? Oui, Samuel, je pense que tout le monde sera content de l'évolution du dossier des 46 militaires, 49 au départ, devenu 46 après la libération des 3 soldats pour des raisons humanitaires. C'est une bonne chose parce que visiblement la tension a baissé. Il y a un respect mutuel entre les délégations, entre les autorités ivoiriennes et maliennes. La condescendance avec laquelle le président et son entourage traitaient les autorités maliennes, je pense que désormais ils ont compris. Ils ont baissé le ton. Et si nous sommes arrivés à ce niveau, personnellement, je salue la transcendance avec laquelle le président Assimi Goïta et l'ensemble des autorités de la transition ont géré ce dossier avec beaucoup de sagesse. Ce qui a mené et même ce qui a permis que le Togo, en position de facilitateur, ait pu avancer le dossier et aujourd'hui les positions sont bien conciliables. Vous avez pu remarquer dans les discours des émissaires, l'un parle d'incidents malheureux, l'autre parle de malentendus. Un malentendu du côté ivoirien, incident malheureux. Mais tous sont d'accord qu'on est arrivé à une étape où il faut vraiment gérer et trancher pour que la paix revienne entre les deux
les deux pays. Au fait, entre les autorités des deux pays, parce que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même peuple, ils partagent tout. Et ce n'était dans l'intérêt de personne cette escalade sur le plan diplomatique qui pouvait déboucher à toutes sortes de bavures. C'est une bonne chose que le Togo ait réussi cette médiation qui est en train d'aboutir à un bon résultat. Yao Nokounou, cette visite de la délégation ivoirienne, c'est, disons, carrément sur ce dossier, à la première rencontre directe entre les deux parties. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a compris qu'il est de son intérêt de parlementer? Monsieur Samuel, d'abord, il y a une chose qui me touche et qui suscite mon admiration tout particulièrement, c'est cet engagement-là, cette ténacité de la Côte d'Ivoire à ne pas abandonner ces éléments en question. Et ceci m'amène à me référer à une certaine catégorie de race d'hommes sur cette planète où l'on observe souvent avec eux, même si c'est un seul citoyen qui est en difficulté à l'extérieur, ils sont prêts à faire pieds et mains pour ramener ce citoyen en question. Et ma foi, je crois que c'est ma première fois que j'ai fait un tel constat sur notre continent par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc là-dessus, d'abord, je voudrais féliciter fortement la Côte d'Ivoire pour cette détermination-là à ne pas abandonner ne serait-ce qu'un seul de ces soldats en question. Bon, maintenant, venant à votre question, ne soyons pas naïfs, et pour en arriver là, sûrement qu'il y a eu des démarches de couloir, parce que, qui vous souviennent que récemment, lors de la récente réunion de la CEDEAO, le ton a monté avec fermeté, avec même un ultimatum qui a été même lancé. Et donc là-dessus, je crois qu'au-delà de cela, il y a eu des démarches de couloir qui ont été faites de manière à ce que que la face, je vais dire, du Mali ou bien de cette jointe au pouvoir au Mali ne soit pas, comment dirais-je, rabaissée et qu'on évite une certaine frustration au peuple malien, un peuple malien qui, des citoyens maliens qui s'agitent même s'ils ne cernent pas, même s'ils n'ont pas vraiment la quintessence de la subtilité des problèmes politico interrégionaux, etc., mais qui par émotion, s'agitent, se mettent dans des spéculations populistes. La CEDEAO a tenu compte de certains de ces paramètres-là, et ma foi, je crois que la junte malienne a intérêt, vous comprenez, la junte malienne a intérêt à ne pas continuer, à ne pas s'éterniser dans ses faux pas. Dans ces positions et manières quelque peu hasardeuses, parce que nous avons vu aussi les prestations au Conseil devant l'ONU, etc. Donc, ma foi, je dirais que c'est tant mieux. C'est tant mieux si, au finish, cette junte malienne trouve l'opportunité, l'occasion de se ressaisir, de s'ouvrir et d'être favorable à ce que ce dossier-là soit clôturé en toute je dois dire tranquillité, en toute tranquillité, sans grabuge, de manière à ce que que les peuples aussi ne se retrouvent pas frustrés, comme je l'avais dit, et que ces militaires-là soient restitués à la Côte d'Ivoire, et que les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali reprennent normalement, et que cette junte-là, l'essentiel qui lui est assigné, c'est d'observer cet agenda-là de transfert du pouvoir à des civils légitimement élus. Alors, et c'est ça qui est l'important. Georges Hérault, par cette visite, on est en train de voir le bout du tunnel dans cette affaire? Le bout du tunnel, c'est la prière de tout le monde et surtout de tous les Africains,
surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest encore. Je pense que nous sommes préoccupés tous dans la sous-région par cette affaire des 46 militaires restants au Mali. Et je pense que la démarche faite par la Côte d'Ivoire est salutaire parce que ça montre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a compris que la souveraineté d'une nation doit être respectée et que les frères, quel que soit le cas, quel que soit les images ou les appréhensions qu'on a d'eux, il faut quand même un petit respect pour les frères de l'autre côté parce que nous formons un même peuple. Et je pense que cette démarche prouve à suffisance que la Côte d'Ivoire a compris beaucoup de choses. Parlant de l'ultimatum de la CEDEAO, aujourd'hui, on arrive à conclure que même que ce soit la médiation, le Togo et la Côte d'Ivoire, y compris même le Mali, ils ont su transcender cet enfantillage qu'a pondu entre-temps le président de la commission de la CEDEAO et son président, et qui prouve qu'il faut privilégier plutôt les voies diplomatiques ou de ne pas s'investir dans des chantages, dans des menaces de sanctions, etc. Parce que les sanctions ne profitent à personne. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la transition, ce sont les autorités de la transition qui sont des partenaires privilégiés, qui sont des autorités de fait. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. C'est avec eux qu'on peut gérer ces affaires-là. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez l'ambiance, comme vous l'avez qualifié de bon enfant, et cette ambiance nous prouve à suffisance que les Africains peuvent, à un moment donné, faire table rase d'un certain nombre de choses, parler et trouver effectivement le bout du tunnel. Parce que quand vous voyez l'agenda de la CEDEAO, il parle même de 1er janvier pour que les gens soient libérés. Oui. Et alors qu'il faut un certain nombre de préalables. On ne se lève pas comme ça pour libérer les gens parce que les gens sont appréhendés, les gens sont arrêtés d'une manière irrégulière sur un autre territoire qui ne sont pas leur territoire. Et aujourd'hui, pour faire sortir ces personnes-là, ce ne sont pas par des chantages. Donc aujourd'hui, nous prions tous que ce que nous avons vu l'autre fois, c'était hier, non, ou bien avant-hier, au Mali, la délégation conduite par le ministre Robert Doucet, qui représentait le chef de l'État, son excellent Fort Gnassigbe et Fort Gnassigbe et Sozimna. Et donc, je parie qu'aujourd'hui, le Togo est en train de gagner un pari. Le Togo, à travers le président de la République, est en train effectivement de montrer que entre nous, on peut faire grand chose, étant donné qu'on est tous des Africains, les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Alors justement, je pense que les deux intervenants l'ont évoqué. Il y avait cet ultimatum donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de son dernier sommet. Le dernier délai, c'était avant le 1er janvier 2023. On s'était dit que finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné la manche diplomatique. Mais voir la Côte d'Ivoire revenir aujourd'hui au Mali, est-ce que ça veut dire qu'au-delà de l'ultimatum, la Côte d'Ivoire a compris que cette affaire, je ne peux que la régler par la voie diplomatique? Quand vous parlez d'ultimatum de la CEDEAO, moi, ça me fait intérieurement rire. La CEDEAO a suffisamment cassé le nez vis-à-vis du Mali. Et dans ce dossier des sanctions, de quoi... Le Mali a fait son chemin. Le Mali a fait son chemin. Et rappelez-vous, le Mali n'est pas sorti de la CEDEAO. Le Mali est membre actif de la CEDEAO. Et toutes les sanctions prises à l'encontre du Mali n'ont pas changé la trajectoire aux autorités de transition maliennes. L'autre aspect qu'il faut considérer, tous ces jeux cette transcendance avec laquelle le président Ouattara prenait les autorités de transition maliennes
cette transcendance a baissé à partir du moment où la puissance pour laquelle la Côte d'Ivoire agissait a perdu la main sur le Mali. Alors, la France ne s'est pas posé la question que deviennent les militaires terroristes ivoiriens au Mali. Ils se sont retirés, ils se sont installés tranquillement au Niger. Désormais, Ouattara a face à son peuple et à ces quelques militaires parmi les 46 restants. Alors, M. Noukounou a bien fait de dire, oui, Ouattara a bien fait de ne pas oublier ses frères qui faisaient partie des 46 les 46 terroristes ou 46 mercenaires. Militaires ivoiriens, c'est ce qu'on les 46 mercenaires arrêtés au Mali. Il n'a pas intérêt, mais il a compris que les autorités maliennes ne badinaient pas et sont sur une ligne qui ne voulait pas dévier pour aucune raison. Alors aujourd'hui, les positions ont évolué. Et tout le monde a compris que le Mali ne se laisse pas faire. D'ailleurs, le Mali s'est clairement exprimé au sommet à la 77e session des Nations Unies et personne ne doute de l'engagement ferme et patriotique pour faire avancer le Mali et avec le Mali l'ensemble de l'Afrique. Alors donc finalement, Yao Noukounou, on comprend qu'avec cette démarche ivoirienne, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire a fait amende honorable aussi. Monsieur Samuel, vous savez, nous sommes des acteurs extérieurs et ma foi, je crois que nous ne pouvons nous mettre que dans une position d'analyse approximative, etc. Mais une chose que je retiens, c'est celle-là que nous avons vu que l'attitude de cette junte malienne a brusquement changé au lendemain de cet ultimatum de la CEDEAO. C'est la Côte d'Ivoire qui est allée, c'est pas le Mali qui est venu. Monsieur Samuel, je note juste que l'attitude de la junte malienne a changé au lendemain de cet ultimatum lancé par la CEDEAO. Alors maintenant, si qu'il y a eu au lendemain de cette position de la CEDEAO, de cet ultimatum, que la junte s'est ressaisie et elle-même, de façon en sourdine, en coulisses, a essayé de toucher pour dire que, bon, ok, d'accord, je ne voudrais pas subir encore, et donc dans ce cas, je suis disposé à ce que nous trouvions une issue pacifique, etc., et faire le mea culpa. Je pense qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire aussi pourra dire que, ok, d'accord, donc face à cette position, je suis prêt à vous accompagner, et donc voilà ce que nous allons faire. Donc dans un prochain jour, nous allons nous déplacer, venir, faire comme si, et vous avez vu l'accueil. Donc, monsieur Samuel, nous ne sommes que dans une analyse, mais le constat précis que je touche du doigt est celui que c'est au lendemain de cet ultimatum que nous voyons la nature de l'évolution de ce dossier en question. Et ma foi, j'attends de voir si ce délai de 1er janvier sera tenu. Alors donc, si encore de surcroît, le délai du 1er janvier est tenu, donc ça confirmerait toutes mes analyses, toutes mes soupçons de ce que, au lendemain de cet ultimatum, c'est cette junte malienne qui a entamé des discussions de couloir pour demander à ce que les choses n'évoluent plus, qu'il n'y ait plus de bras de fer. Alors donc c'est mon analyse et j'attends de voir jusqu'à cette date du 1er janvier. Georges Hérault, comme le disait Yao Noukounou, il faut attendre le 1er janvier. Si d'aventure le Mali libérait ses soldats avant le 1er janvier, ça veut dire que finalement c'est le Mali qui a perdu la Manche. Bon, est-ce qu'il faut souhaiter le pire pour son ennemi ou bien souhaiter de bonheur pour son frère? C'est de là qu'on doit plutôt voir la chose. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que s'il arrivait que ces militaires soit libéré avant le 1er ou bien jusqu'au 1er, ça dit que le Mali a perdu la face? Non, je ne dirais pas ça.
Mais plutôt, je sais que ce qu'il vient de dire, il attendra longtemps. Et je pense que la démarche dans laquelle les gens s'inscrivent est tout autre que l'ultimatum que la CEDEAO a lancé à l'endroit du Mali. Parce que quand vous voyez, même le Togo qui est choisi, ou bien le chef de l'État qui est choisi comme étant intermédiaire, n'a pas été au Mali jusqu'à présent. Oui, on sait qu'il s'est fait représenter, mais quand le chef de la diplomatie togolaise était au Mali l'autre fois, il n'y avait aucune communication autour de ça. Et vous voyez, après sa visite, la délégation ivoirienne s'était rendue au Mali. Si la Côte d'Ivoire avait plutôt l'avantage sur le Mali, ou que l'ultimatum de la CEDEAO planait déjà sur le Mali, vous allez voir que ça doit être soit que le Mali se déplace au Togo pour que les deux délégations se voient au Togo comme ils avaient fait déjà, ou soit c'est qu'ils doivent se rendre en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas d'espèce, c'est la délégation ivoirienne et pas les moindres, le petit frère du chef de l'État. Disons que c'est le chef de l'État qui s'est déplacé lui-même pour aller en Côte d'Ivoire pour discuter de la libération. Et quand vous voyez le communiqué de la sortie de la délégation, vous allez voir que la Côte d'Ivoire a changé de ton. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire change de ton, le Mali aussi change. C'est de ça qu'il s'agit depuis le début. C'est là où les mots disaient que le Mali n'a pas changé de trajectoire. Entre-temps, quand on devait libérer les trois, la Côte d'Ivoire avait changé de ton, ou même le ministre parlait, je crois le ministre des Affaires étrangères parlait du fait que ça ne se reproduira pas, que dans l'avenir, il faut que la Côte d'Ivoire tienne compte de certain nombre d'erreurs. Et là, vous avez vu qu'après quelques jours, ils ont libéré 3 détenus sous forme de gestes humanitaires. Mais aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire, aussi longtemps que la Côte d'Ivoire va reconnaître sa faute et va faire des pas envers le Mali, vous allez voir que le Mali aussi fera des pas parce que il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas de bon ton qu'entre nous, qu'il y a un certain nombre d'animosités ou bien qu'il y a un certain nombre de haine que les dirigeants doivent cultiver parce que nous parlons de l'intégration de nos États, l'intégration de nos populations. Et il a dit, les populations sont plus intégrées que les dirigeants. Donc aujourd'hui, voir ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, nous ne pouvons même pas dire, parce que le premier c'est dans une semaine, nous ne pouvons même pas dire que ça va être dans ce délai-là, mais ce n'est pas de notre souhait que les gens ne soient pas libérés aujourd'hui. Mais il ne faut même pas mettre les charrues devant les bœufs ou bien mettre la pression en sorte que les autorités maliennes soient totalement en désaccord avec la médiation togolaise. Parce que moi, je l'ai dit sur ce plateau, ce que la CEDEAO fait, c'est de rendre difficile la médiation togolaise. Parce qu'ils sont sortis de cette réunion-là et ils n'ont pas besoin de communiquer étant donné qu'ils ont déjà choisi ou bien reconduit la médiation togolaise. Donc, ils doivent laisser l'occasion à cette médiation d'aller jusqu'au bout. Même s'il y a une date, c'est cette médiation, ça doit être un chronogramme, un calendrier pour la médiation. La médiation doit nous faire tout pour que jusqu'au 1er janvier, nous ayons les détenus. C'est mieux que de communiquer sous forme de chantage et d'utilisation. Alors ici, on apprend, parce qu'on l'a dit, le ministre Robert Doucet s'est rendu à Bamako et que la médiation togolaise pourrait proposer aux deux parties une reformulation d'un protocole d'accord dans le cadre de la libération des militaires ivoiriens. Alors on comprend aussi que dans le fond, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît, parce que si il y a une affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Togo est intervenu, la CEDEAO est intervenue, c'est peut-être un peu plus complexe que ce que nous on imagine. Samuel, vous savez, ce dossier, il est suffisamment complexe parce que il est
d'abord politique et profondément politique, mais il a un visage judiciaire. Alors, aujourd'hui, soit les négociations, la médiation aboutit à une solution politique, un compromis, un protocole qui serait signé, et qui dit protocole dit engagement des parties prenantes à respecter un certain nombre d'attitudes pour permettre la bonne collaboration entre les différents dirigeants. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire renonce à sa condescendance vis-à-vis des autorités maliennes. La Côte d'Ivoire renonce à encourager des actes envers le pouvoir malien. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne doit plus soutenir les autorités politiques maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire dans leur tentative de perturber l'élan malien. Au même moment, le Mali prendra aussi un certain nombre d'engagements pour rassurer qu'en réalité, cet incident malheureux peut être considéré comme clos. En ce moment, il y aura une sorte de règlement ou bien une séance judiciaire qui va déclarer, ils trouveront les formules justes pour que sur le plan judiciaire, qu'il n'y ait plus de poursuites et sur le plan politique, que les militaires, terroristes ou non, puisque nous sommes dans la dynamique de conciliation et de libération, ce n'est pas nous qui allons toujours ouvrir là où on veut cacher. Dès 1946, il y a des militaires ivoiriens, ça c'est sûr, mais beaucoup de terroristes aussi qui ne sont pas ivoiriens, mais juste pour la circonstance, on leur a fait des passeports ivoiriens. La preuve, ils sont arrivés là-bas sous de fausses identités, sur de fausses professions, alors que ce sont des mercenaires vraiment aguerris en la matière, mais il a fallu que le Mali bénéficie du soutien d'autres puissances pour détecter toute la manœuvre, tous les mouvements avant d'arriver sur le sol malien, tout cela. Ce n'est pas le moment d'y revenir. Mais nous devons éclairer la lanterne de nos concitoyens. Il nous en souvient, lorsque la Côte d'Ivoire, mais la CEDEAO avait pris de ces sanctions contre le Mali, ce n'est pas le Mali qui en a le plus souffert. Hein. Le Togo en a souffert. La Côte d'Ivoire en a souffert. Le président Ouattara l'a reconnu. Le Sénégal, oui. Tous les pays avec lesquels le Mali traite du point de vue économique en ont sérieusement souffert. En réalité, ce sont des sanctions qui visaient seulement un objectif politique et on a oublié les populations. Ensuite, on considérait le Mali comme un no man's land où chacun pouvait intervenir comme il veut et surtout qu'on ne voudrait plus de l'équipe Assimi Goïta, il fallait trouver les moyens nécessaires pour les mettre hors. C'est dans cette dynamique que cette mission de 46 et 49, devenue 46 militaires, était en Côte d'Ivoire. Alors, au Mali, je veux dire, l'autre aspect, rapidement, tous les présidents, tous les leaders de la CEDEAO étaient dans la dynamique de durcir les sanctions vis-à-vis du Mali. Seule la voix du président togolais était discordante et a souhaité, au lieu de continuer à durcir les sanctions, il faut plutôt accompagner les autorités maliennes dans la transition vers les élections et le transfert de pouvoir aux civils. Au début, ça a paru comme quelque chose d'anodin, mais finalement, la sagesse a pris le pas sur l'esprit revanchard ou je ne sais quoi, faire les yeux doux au maître. Je ne sais pas à quoi les sanctions de la CEDEAO ont servi dans la résolution de la crise. De toute façon, souvenez-vous également, lorsque les militaires là ont été arrêtés au Mali, il y a eu une réunion de l'état-major de Côte d'Ivoire qui menaçait d'intervenir pour libérer coûte que coûte ces militaires. Mais lorsque les autorités maliennes ont durci le ton,
eh bien, c'était devenu un équilibre de force. Les Maliens étant dans la logique de la réciprocité, eh bien, tout le monde a compris que personne ne se laisserait faire. Alors, on a donné plutôt la force à la médiation togolaise qui a évolué et heureusement, elle va aboutir. 1er janvier ou pas, on ne sait pas encore. Oui. Le souhait, c'est que cette libération intervienne le plus tôt possible. Aujourd'hui, il y a 46 personnes, pères de famille ou c'est pas moi, qui sont en jeu. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une libération le plus tôt possible. Monsieur Samuel, tout à l'heure, vous avez manqué de préciser également que, y compris l'Union africaine, qui s'est prononcée dans ce dossier concernant ces militaires ivoiriens. Alors, je voudrais vous préciser que dans toutes les armées du monde, même dans les armées américaines, vous verrez des Togolais qui sont militaires américains, des Béninois, c'est-à-dire toutes les nationalités. Alors donc, dans la mesure au moment où la Côte d'Ivoire réclame que ce sont ces militaires, alors donc, un militaire d'un pays, ce n'est pas forcément que ce soit un citoyen d'origine autochtone de ce pays-là. Nous ne parlons pas de la Légion d'honneur. Ça, c'est une précision que nous ne parlons pas de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Que je voudrais faire lorsque les gens qualifient ces militaires de mercenaires, etc. Alors tant que la Côte d'Ivoire même reconnaît que ce sont ces militaires, bon, moi je ne vois pas, l'importance de la quintessence de cette spéculation. Ça c'est d'un. Maintenant, Monsieur Samuel, la Côte d'Ivoire a toujours réclamé la libération de ses militaires. Alors donc, je vous rappelle que récemment, il y a eu même des chefs d'État qui sont déplacés au Mali. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Ça n'a rien donné. Alors donc, moi, j'insiste et je m'appuie encore là-dessus que c'est au lendemain de cet ultimatum que nous voyons que la nature de la situation brusquement semble changer. Moi, c'est mon constat. Et je me tiens dessus. Maintenant, il y a une situation. Je voudrais féliciter également la conférence des chefs d'État qui récemment a pris une disposition, une mesure, laquelle, celle de mettre sur pied une force, de manière à ce que quelques coups d'État encore dans la sous-région soient empêchés qu'il y ait une réaction militaire. Et je vous rappelle, c'est sur votre plateau ici que j'ai lancé cet appel-là qu'il faudrait que la CEDEAO prenne de telles mesures pour constituer d'une force de manière à ce que quel coup d'État qui se perd encore dans un pays, qu'il y ait une intervention pour les dégager. Et en ce moment-là, nous ne ferons plus face à ces scénarios, à ces épisodes-là, sans tête ni queue qui ne nous honorent guère. Alors donc, ma foi, je crois que je félicite beaucoup la CEDEAO pour cette mesure. On va évoluer et on espère en tout cas que ces hommes recouvrent la liberté et que les relations diplomatiques entre les deux États s'améliorent. Ce qui nous amène du côté de la RDC où également il y a des tensions entre la RDC, la République démocratique du Congo, et son voisin, le Rwanda, à propos de l'Est du pays. On sait que cette partie de la RDC est confrontée à des violences depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ne fait plus l'ombre d'aucun doute. En tout cas, beaucoup de rapports le pointent. Le Rwanda soutient la rébellion du M23. Ça a été pendant longtemps les arguments avancés par la République démocratique du Congo. Plusieurs rapports des Nations Unies viennent le pointer. Un dernier rapport en date le dit clairement. La rébellion du M23 bénéficie de l'armement, des munitions, des équipements fournis par le Rwanda. L'Ouganda est même cité. Pendant ce temps, le Rwanda continue de nier. On va écouter cet expert rwandais avant de revenir pour le débat. Oui, c'est un rapport qui a été fait sur base des témoignages, sur base apparemment des vidéos qu'on nous a jamais montrées, qu'on n'a jamais vues. Bon, peut-être que quand le rapport va sortir officiellement, on aura tous ces documents à examiner. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vu les preuves matériellement, tant qu'on n'a pas examiné ces soi-disant preuves, il est difficile de se positionner parce qu'il dit une chose et son contraire. Voilà donc le Rwanda qui continue toujours de nier, malgré l'évidence pointée par ce rapport de l'ONU. De toute façon, Georges Hérault, le M23, qui est un mouvement rebelle qui sème la terreur dans l'est de la RDC, bénéficie forcément du soutien de quelqu'un. Exactement, parce que la question que l'on se pose est d'où il trouve l'armement. D'où il trouve
comment vous l'appelez, à se nourrir, d'où ils trouvent les moyens locomotives pour se déplacer, d'où ils trouvent les carburants pour mettre dans leurs engins. Tant de questions, d'où comment ils font leur recrutement et qui les entraîne et tout ça là, par quelle frontière ils traversent les armements et par quels moyens on les fournisse. Toutes ces questions-là, quand vous voulez répondre à ces questions, vous allez trouver que ce soit le Rwanda, que ce soit je ne sais pas quoi, il y a toujours forcément des puissances ou bien des gens derrière le mouvement et qui les soutiennent. Donc aujourd'hui, selon les renseignements de la République démocratique du Congo, il y a le Rwanda qui est derrière, qui appuie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de réunions, de rencontres par rapport à ce mouvement-là, qui normalement était quand même parti depuis 2013, je crois, et près de 10 ans, ils sont revenus pour menacer. Et selon eux, c'est peut-être que la partie congolaise n'honore pas ses engagements pour tout ce qu'ils ont discuté en 2013. Et pour comment vous l'appelez, la RDC aussi, il y a quand même un changement au niveau quand même de la direction du pays. Et en ce temps, je crois que c'est Kabila aujourd'hui, il y a Tshisekedi, et qui peut-être ne se voit pas dans ces engagements signés par la RDC. Et donc tout ceci montre aujourd'hui que quand même, avec l'appui ou bien le rapport de l'ONU qui vient encore appuyer la RDC dans ses accusations, on dirait que la partie rwandaise doit forcément revoir un certain nombre de choses. Parce que quoi qu'on le dise, quand on parle mal de l'Afrique, qu'on parle de nous les Africains, qu'on parle de ces choses que nous voulons booster hors de nos pays, ou qu'on parle de l'oppression de l'extérieur sur nous, ce n'est pas envisageable ni quelque chose que nous devons penser qu'en interne, qu'il y a encore certaines autorités qui créent ces animosités sur notre continent. Alors, est-ce qu'il y a, Constant Lemou, selon vous, quelques raisons de douter du rapport des Nations Unies qui pointe le soutien du Rwanda au M23? Je pense que les rapports des Nations Unies ne sont pas passés par 4 chemins. Il y a des éléments clairs qui ont été établis. À plusieurs reprises, le président Tshisekedi, oui. C'est ça? Oui, de la RDC. De la RDC, Félix Tshisekedi a clamé haut et fort l'invasion de la partie est de son pays par le Rwanda à travers le M23. C'est vrai, assuré de sa force militaire, le Rwanda s'en moquait éperdument. Mais lorsque les Nations Unies ont envoyé les experts et les témoignages croisés, des éléments de preuve qui ont été clairement affichés dans les différents rapports, aujourd'hui, le Rwanda n'a plus d'éléments pour démontrer le contraire. Il n'y a pas d'élément de doute que ces rapports soient fondés, parce que les forces armées rwandaises participent au combat aux côtés de M23. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut chercher. Est-ce qu'on a besoin de savoir si les anges ont des sexes avant de se rendre à l'évidence? Le M23, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Et pourquoi c'est la zone? Souvenez-vous que c'est la porte d'entrée depuis le début des années 90 avec Tshisekedi père et contre Mobutu. C'était la porte d'entrée. Oui. Après, c'est le tour de Kabila père, plutôt. C'était Kabila père, après Kabila fils, qui a été également titillé. Jamais la RDC n'a eu une maîtrise sur la zone est de son territoire
à cause de ces incursions militaires rwandaises. Mais alors pourquoi? Pour quel intérêt? N'oublions pas les richesses minières de la zone. De quoi vivraient les Rwandais si ce n'est pas ça? Le développement vertigineux du Rwanda, à partir des années 90, disons à partir de 93, après l'éviction, après le génocide, après le départ à l'éviction de Mobutu et la présence de Kabila père, mais qui a été soutenu par Kagame, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nourrit le Rwanda si ce ne sont pas ces richesses congolaises dans la partie est? Et les différents combats qui se mènent, c'est autour des zones minières. C'est autour des zones minières que le M23 cherche coûte que coûte à occuper et permettre l'exploitation. Et là, le Rwanda a tout intérêt et on comprend bien pourquoi il soutient ce mouvement, cette rébellion. Et là, ne pensez pas surtout que c'est seulement l'initiative du Rwanda et que ça s'arrête au Rwanda. Le Rwanda ne peut pas le faire s'il n'a pas des garanties supérieures, soit par la finance internationale, par les grandes puissances et autres. Alors pour le moment, le Rwanda, Yaounoukoulou, le Rwanda nie tout soutien au M23, mais on voit bien que sa position est vraiment minoritaire, parce que les plus grandes chancelleries commencent par le dire aujourd'hui ouvertement, le Rwanda soutient le M23. Monsieur Samuel, vous savez, ceci m'amène à reculer un peu en arrière et à me souvenir du 23 septembre 1986 dans notre pays. L'agression terroriste. Où il y a eu l'agression terroriste. Et vous savez, il y a deux choses. Soit il y a un conflit ouvert direct entre deux pays, mais dans la mesure où on parle d'une attaque, non pas de façon directe, ouverte d'un pays, mais d'un groupe de gens qui, quelle que soit l'étiquette qu'ils portent, il y a toujours un appui d'un pays qui, même si, souvenez-vous, même le Ghana dans le temps a toujours lié ne pas être associé, mais pourtant, ces gens-là, ces terroristes-là sont venus quand même du Ghana. Alors donc, il faut que le Rwanda arrête de tergiverser, arrête de ces manœuvres-là. Monsieur Samuel, moi, il me vient toujours de me demander si cette Afrique, notre Afrique, est vraiment fière de nous, ses occupants, ses fils, qui nous appelons Africains. Est-ce que vous croyez vraiment que cette Afrique-là est fière de nous? Est-ce que nous ne nous sommes jamais posé cette question? Ça, c'est d'un. Bon, d'abord, maintenant, les richesses de l'Afrique, d'abord, nous sommes nous-mêmes incapables de les déceler dans leur entièreté. Et pire, jusqu'à ce jour, nous sommes incapables de les exploiter par nous-mêmes pour transformer ces richesses-là, où toujours c'est le concours de l'Occident. Et maintenant encore, nous voilà en train de nous entre-déchirer, de nous entretuer pour des richesses dont nous sommes incapables nous-mêmes de les exploiter. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec nous les Africains? Ne voyez-vous pas qu'il y a un véritable problème avec nous? Et c'est triste, c'est dommage, c'est lamentable. Nous sommes quand même au 21e siècle, quand même. Et de tels genres de situations, d'épisodes et d'images, en quoi est-ce que ça nous honore? Alors, en quoi est-ce que nous faisons fierté de cette Afrique? Je pense sérieusement que nous, les Africains, il nous incombe cette responsabilité-là de nous re-questionner, de sortir de nos illusions, de nous libérer de nos illusions, nous re-questionner et savoir exactement en quoi est-ce que nous sommes dignes de cette Afrique-là. En quoi est-ce que nous élevons cette Afrique? Tout n'est pas question que de chanter. L'Afrique est le continent le plus béni. L'Afrique a plus de richesses. Tout n'est pas question de jouer au perroquet. Mais tout est question de faire nos preuves. Et jusqu'à ce jour, c'est dommage que combien de temps déjà après l'indépendance, et cette preuve, elle n'est toujours pas au rendez-vous.
Nous, les Africains, nous devons sérieusement nous les questionner. Georges Géraud, on est dans une partie de la RDC où les casques bleus sont quand même présents depuis au moins 20 ans, plus de 20 ans. C'est la plus longue mission des Nations Unies au monde. Mais c'est comme c'est une partie maudite finalement. On a du mal à trouver le schéma qui va ramener la paix. C'est le Rwanda qu'il faut finalement maîtriser aujourd'hui pour que la paix revienne dans cette partie. Bon, il faut aussi questionner les attributions des casques bleus. Est-ce qu'ils sont dans la stratégie de pouvoir défendre ou bien c'est une force d'interposition? Bon, alors qu'elle aille s'interposer au moins. Les civils sont massacrés tout le temps. Tout le monde en parle aujourd'hui et il va falloir réviser un certain nombre de choses par rapport aux attributions des casques bleus parce que ça fait même que beaucoup de pertes de vies humaines et de matériel se font constater aujourd'hui. Parce que les gens sont là, ils disent que nous sommes seulement une force d'interposition, nous ne devons pas attaquer, nous ne devons pas défendre un certain nombre de choses, donc, et ils se font tuer comme ça, je ne pourrais même pas dire bêtement. Donc aujourd'hui, la force même, la mission s'est vu son mandat renouvelé encore l'autre fois au Conseil de sécurité. Et donc ça dit que ça va encore rester pendant longtemps, on ne sait pas quand. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut seulement s'en prendre à la mission des Nations Unies en termes de maintien de paix, mais est-ce qu'il ne faut même pas relever plutôt l'incapacité aussi des forces de défense de la RDC à pouvoir quand même sécuriser leur territoire. Parce qu'on a un vaste territoire, mais on a une armée qui est quasiment inexistante. Exactement. Ouais. Et donc, quand on questionne un certain nombre de choses, on s'en rend compte qu'aussi l'embargo sur les armes aussi a joué en défaveur. Ça a été levé récemment. En défaveur de la RDC. Et c'est en cela que le président a véritablement joué. Et je crois le 21 passé, ils ont levé l'embargo. Soit assoupli quand même la procédure d'achat des armes de la RDC. Et c'est véritablement une bonne nouvelle pour la RDC. Et il faut aussi savoir que c'est une armée qui est gangrénée par la corruption etc. Mais donc aujourd'hui, je pense qu'avec le nouveau chef d'état-major, ils sont véritablement en train d'innover plutôt et de voir dans quelle mesure les forces de défense pourraient véritablement sécuriser le pays. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'ONU ou bien les forces onusiennes pour pouvoir sécuriser le pays. C'est une force d'appui et non pas une force de défense et de sécurité. Et donc, ils sont là pour appuyer et je pense qu'il revient maintenant au président de prendre quand même les taureaux par les cornes et pour véritablement contrôler son territoire. Parce que c'est un rapport de force aujourd'hui. Quand vous voyez Tshisekedi, comment l'appelle, Kagame qui s'en moque éperdument, c'est parce qu'il se voit quand même un peu plus puissant que son voisin, son géant voisin. Effectivement. D'accord, mais si on va marquer la pause, si vous permettez, le temps de suivre le journal, une dizaine de minutes, et on va revenir parce que le débat sur la RDC est intéressant. On reviendra continuer d'en parler un moment.